Et voici la vidéo règle de Medieval Academy, un jeu d'entraînement de chevalier pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Nicolas Poncin, édité par Blue Cocker. Au niveau du matériel, on commence par des tuiles qui sont recto-verso. D'un côté, elles ont un liseré blanc et de l'autre côté, n'ont pas de liseré blanc. Pour une première partie, nous allons utiliser la face où il n'y a pas de liseré blanc. Et il y a donc, en fait, comme ceci, différentes tuiles représentant différents entraînements de chevaliers. On dispose alors ces plateaux sur la table comme ceci, et chacun va ensuite choisir sa couleur et recevoir 10 petits pions comme ceci en bois à sa couleur. Et il va en disposer un sur chacune des cases de départ de ces plateaux d'entraînement sur les grosses cases qui sont dessinées en bas à gauche. Nous avons ensuite un parchemin pour compter les tours de jeu, ainsi qu'un petit jeton sablier, comme ceci, qui sera placé sur la case 1, et ce petit plateau compte-tours sera placé à côté du plateau de jeu. Ensuite, vous allez trouver tout un ensemble de petits jetons de points de victoire, comme ceci, avec des blasons qui ont tous le même dos, mais qui par contre présentent sur leur face des symboles et des couleurs différentes, correspondant à ce qui est indiqué sur les plateaux de jeu en haut à droite. Donc ici, il faudra mettre un -5 et un -10. Sur celui-là, il faudra mettre le 4, le 10 et le 17. Des 6 et des 12 pour celui-là. Des -1 et des -3 sur ce plateau-ci. Et ces deux plateaux ont les mêmes jetons, donc on pourra les répartir équitablement entre les deux, mais de toute façon, s'il en manque d'un côté, on utilisera les autres, qui présentent des valeurs 1, 2 et 3. Une fois que les joueurs les gagneront, ils pourront les placer face cachée devant eux, comme ça on ne saura plus ce qu'ils ont gagné au fur et à mesure de la partie. Attention par rapport à cette partie d'initiation, il vous restera pas mal de jetons avec des valeurs qui ne sont pas marquées sur les plateaux, ainsi que des petits jetons spéciaux et 3 cartes spéciales comme celle-ci. Elles ne seront pas utilisées dans cette version, vous pouvez donc remettre tout ce matériel dans la boîte de jeu pour le moment. Il ne nous reste plus qu'un paquet de cartes que l'on mélangera bien avant de le disposer à côté du plateau de jeu, ainsi qu'une petite aide de jeu sous forme de cartes comme ceci, et une épée qu'on va attribuer au premier joueur. Alors c'est celui qui prendra la pose la plus chevaleresque de la vie de tous les joueurs autour de la table qui deviendra ce premier joueur, et on l'appellera le faillot. Et le faillot va donc il peut récupérer la carte d'aide de jeu par exemple, et l'épée, pour indiquer que ce sera lui qui commencera la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien nous sommes dans la Medieval Academy, vous êtes tous de jeunes écuyers qui allez tenter de suivre des études dans cette école prestigieuse de façon à être adoubé chevalier, le meilleur d'entre vous, par Arthur, 42e du nom. Une fois que vous aurez bien suivi les cours, c'est-à-dire faire des cours pour les tournois et les joutes, il vous faudra aussi étudier en fait dans la bibliothèque, il vous faudra vous mettre au service du roi, il vous faudra évidemment accomplir des quêtes périlleuses, il vous faudra enfin faire preuve de galanterie avec les belles demoiselles, et bien sûr être aussi sympathique avec les pauvres en donnant une partie de vos richesses à ceux-ci. À la fin, c'est celui qui obtiendra donc le plus de points de victoire obtenus sur ces différentes épreuves qui emportera le titre de nouveau chevalier du royaume. Alors, le jeu va se dérouler en 6 phases, c'est ce qui est indiqué en fait sur le parchemin, 6 manches, et lors de chaque manche, on va effectuer en fait 6 choses dans l'ordre, en commençant par le premier joueur qui va faire tout d'abord une distribution de cartes. Il va donc prendre le paquet de cartes apprentissage, bien les mélanger, et ensuite il va distribuer en fait 5 cartes à tous les joueurs, à tour de rôle, une par une, comme ceci, de façon à ce que tout le monde en ait 5. Lorsque ces cartes ont été distribuées, chaque joueur va pouvoir regarder ce qu'il a reçu. Alors les cartes sont de différents types qui correspondent aux différents plateaux de jeu. Il y a une couleur et un petit symbole qui est repris aussi en bas à droite de chaque plateau pour savoir à quelle carte correspond quel plateau. Les chiffres vont de 2 à 5 dans chacune de ces différentes catégories, en se rappelant en fait que celles qui ont une épée correspondent à ces deux plateaux et pourront être utilisées pour l'un ou pour l'autre. Alors les joueurs vont d'abord effectuer une sélection des cartes qu'ils veulent.
C'est-à-dire que sur les cartes qui leur auront été distribuées, eh bien, ils ne vont pas toutes les garder, ils vont devoir chacun choisir en fait la carte qu'ils désirent utiliser dans ce tour. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait se dire « Oh tiens, une carte qui vaut 4, c'est sympathique, c'est une qui permet d'être un peu galant avec les princesses, je vais donc garder celle-ci, je la mets à ce moment-là face cachée devant moi, et une fois que chaque joueur a ainsi sélectionné la carte qu'il veut garder, eh bien il va tout simplement passer les 4 cartes restantes au joueur situé à sa gauche, et tout le monde va faire ça en même temps. Et on poursuit comme cela, en récupérant les cartes qui ont été sélectionnées par le joueur à sa droite, enfin qui restent plutôt, on va choisir à nouveau une carte, donc là, allez, imaginons que j'ai envie quand même de prendre un peu, enfin de me battre un peu, allez hop, je récupère ceci, je passe les cartes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte qui soit donnée par son joueur de droite, et qu'on soit obligé de la sélectionner. Alors attention, lors de la prochaine manche, lorsqu'on effectuera à nouveau en fait cet échange de cartes, eh bien on tournera dans le sens inverse. C'est à ça que servent les petites flèches qui sont indiquées ici. Donc au prochain tour, hop, on tournera dans l'autre sens par rapport à la sélection des cartes, et puis après ça reviendra dans ce sens-là, ensuite dans celui-là, à nouveau dans celui-là, et enfin le 6e tour se fera aussi dans le sens inverse. Ensuite, nous passons à la phase 3, qui est la phase où on va jouer des cartes. Mais attention, sur les 5 cartes que l'on a en main, on ne jouera que 4 cartes. Il faut donc bien le savoir et savoir qu'il y a une carte qui ne sera pas utilisée pour cette phase. Alors on commence donc par le premier joueur, le Fayot, qui va donc choisir une des cartes qu'il a en main. Imaginons qu'il décide d'être au service du roi, donc les illustrations sont assez parlantes. Une service du roi 3, ce qui est pas mal. Hop, il la pose devant lui, face visible, et ensuite il avance en fait son pion, tout simplement, du nombre de cases indiqué par la carte, c'est-à-dire 3 ici, et on passe au tour du joueur suivant, qui lui aussi va jouer une carte. Alors attention, si un joueur joue une carte qui lui fait arriver sur la même case qu'un autre joueur, donc là par exemple si le joueur rouge avance lui aussi de 3, eh bien il se place au-dessus en fait du joueur qui y était précédemment. Et si en fin de partie il se retrouve dans cette position-là, il sera considéré le joueur le plus haut comme étant le premier de la piste. Vous comprenez donc que si vous jouez des cartes identiques avec les autres joueurs, eh bien vous avez plutôt intérêt à les jouer après eux pour vous retrouver en fait en tête de la course en étant plus haut qu'eux. Le suivant joue donc lui aussi une carte qu'il choisit de sa main, 4 pour les dragons par exemple, il est bleu, 1, 2, 3, 4, il arrive ici, on passe au tour du joueur suivant, qui joue par exemple un 2 pour la galanterie, il avance donc de 2 sur la piste de la princesse, on repasse au dernier joueur qui joue lui aussi un 2 à cet endroit-là, il est noir, toc, un 2 au service du roi, on repasse au premier joueur qui sélectionne à nouveau une carte et ainsi de suite. Alors attention, quand un joueur joue une carte d'entraînement au combat comme ceci, il choisit en fait sur lequel des deux plateaux il avance son pion, mais il ne peut pas répartir entre les deux. Donc là par exemple 4, j'ai pas le droit de dire ah ben, j'avance de 3 puis de 1. Non, il faut choisir 4 sur l'un ou 4 sur l'autre. Imaginons qu'il décide 1, 2, 3, 4 de s'entraîner au combat à cheval. On passe au tour du jour suivant. Lorsque tout le monde a joué donc 4 cartes sur les 5, eh bien la 5e est défaussée mais sans être utilisée, et ensuite on passe à la phase suivante, la phase des décomptes. On commence donc par le plateau de la galanterie. Alors les plateaux sont actifs aux différentes phases qui sont indiquées en haut à gauche. Donc là, à la phase 1, la première manche, il est effectif, donc on va immédiatement le décompter. Alors le plateau de galanterie ne permet pas de gagner directement des points de prestige de chevalier, mais par contre il va permettre en fait de faire avancer d'autres pions sur les autres plateaux. On va pour cela regarder quels sont les 3 premiers joueurs de ce plateau, donc c'est résumé un petit peu ici. Et on va regarder tout d'abord le 3e, donc le 3e ici c'est le joueur rouge puisqu'il est sur le joueur vert, et celui-ci va avoir le droit de déplacer de 1 un pion sur un des autres plateaux du jeu.
Notre joueur rouge pourrait donc par exemple se dire, bah tiens, je vais augmenter de 1 ici, comme ça j'aurai la deuxième place, et ça me paraît pas mal, je ne pourrais pas être trop rattrapé normalement par les autres joueurs qui sont devant moi. Car effectivement, une fois qu'il a avancé de 1 sur un des plateaux, on passe au joueur en deuxième position, ici c'est le joueur jaune, qui va pouvoir faire progresser de 2 un de ses pions sur le plateau. Alors attention, il ne peut pas répartir en fait ces 2 points sur 2 pions différents, il est obligé d'utiliser le même. Ici, il pourrait par exemple se dire, là je suis en troisième position puisque je suis sous le pion, eh bien je vais en profiter, hop, pour monter de 2, et comme ceci, prendre la première position puisque je monte sur le premier joueur. Il reste alors le premier qui, lui, peut faire avancer de 3, toujours pareil, sur la même piste. Donc là, par exemple, il pourrait dire 1, 2, 3, allez, je prends la troisième position ici. C'est pas génial, mais c'est ce qu'il me semble de mieux à faire. On passe alors au plateau suivant, donc l'entraînement comme ceci, et cette fois-ci, on va marquer des points de victoire en fonction de ce qui est indiqué ici sur le pourtour du plateau de jeu. Donc, le premier joueur, donc là c'est le jaune, va marquer 3 points. Donc il récupère un petit symbole comme ceci à 3, puis il va pouvoir le mettre sur la face écusson devant lui. Ensuite, le deuxième joueur ici, c'est le joueur bleu qui va marquer lui 2 points. Il les prend donc et les place aussi face cachée devant lui. Et enfin, le troisième, c'est le noir qui va lui récupérer un point de victoire et le placer face cachée devant lui. Alors attention, ici il est indiqué toujours des fois entre parenthèses la troisième position, ça correspond au jeu à 3 joueurs. Effectivement, si vous jouez seulement à 3, eh bien vous n'utiliserez pas la troisième position, il n'y aura donc que les 2 premiers qui recevront quelque chose. Le plateau suivant fonctionne exactement de la même manière, donc là le joueur vert 3 points, 2 points pour le joueur bleu, mais attention, les 3 autres joueurs n'ont pas démarré, ils sont toujours sur la première case, et bien ils ne sont donc pas considérés comme étant en course, et aucun d'eux ne marque le petit point, le dernier point. Ensuite, le plateau suivant, celui de la bibliothèque, eh bien, fonctionne uniquement en négatif pour les joueurs les plus en retard dans leurs études. Alors attention, le joueur qui est dernier prendra moins 3 et le joueur qui est avant-dernier prendra moins 1. Mais attention, s'ils sont sur la case 0 comme ceci, ils sont considérés comme étant automatiquement derniers. Donc là, dans ce cas-là, comment ça se passe? Eh bien, on regarde le dernier et l'avant-dernier. Comme il y a plusieurs pions sur la dernière case, eh bien, ce sont tous ces joueurs qui vont prendre un moins 3. Et comme il y en a plus d'un, eh bien, on considérera qu'il n'y a pas d'avant-dernier. Par contre, si ça avait été comme ça, par exemple, eh bien, c'est le joueur vert qui aurait pris moins 3 et le joueur rouge qui aurait pris moins 1. Ensuite, lors du premier tour de jeu, les 3 plateaux suivants ne vont pas se déclencher, car effectivement dans les petits parchemins sont indiqués en fait les phases auxquelles ils vont se déclencher. Celui du service du roi se déclenche uniquement à la phase 3 et à la phase 6, alors que les 2 derniers plateaux ne se déclenchent qu'à la phase 6, c'est-à-dire à la fin du jeu. On peut donc pour le moment reprendre toutes les cartes qui ont été jouées par les joueurs et les remettre sur le tas, faire le changement de premier joueur en passant l'épée au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et celui-ci va bien remélanger le paquet avant d'à nouveau faire une nouvelle distribution de 5 cartes à chaque joueur, qu'on se les échange, mais cette fois-ci on avance ici et donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avant de jouer nos 4 cartes, mais cette fois-ci, par contre, toujours dans le sens horaire, en fait. Quand on joue les cartes, c'est toujours dans le même sens. Par contre, c'est juste pour la sélection des cartes que ça change de tour. Alors, attention, la majorité des plateaux peuvent être parcourus entièrement. Si jamais un joueur, en fait, dépasse la première case ou arrive sur la première case alors qu'il a déjà fait un tour, eh bien, il va prendre un des jetons qui lui reste. Je vous rappelle que chacun en a encore 3 devant lui. Il va le placer par-dessus pour se rappeler en fait qu'il a déjà fait un tour et que c'est donc lui le premier par rapport aux autres joueurs qui seraient éventuellement sur la même case ou sur une case derrière lui. Attention cependant, le plateau du service du roi n'est lui pas circulaire. Si des joueurs arrivent sur la dernière case, eh bien ils devront s'arrêter sur cette case et tous les joueurs qui rejoignent cette case vont s'y empiler.
Alors, lors de la fin de la phase 2, c'est de la même manière que la phase 1, on va s'occuper des 4 premiers plateaux, mais par contre, à la fin de la phase 3, eh bien, il va se passer des choses un petit peu spéciales. On va décompter ces plateaux, mais on va aussi décompter celui du roi qui se déclenche à ce moment-là. Alors, le roi attribue des points de chevalerie aux joueurs qui ont atteint un certain nombre de cases, en fait, sur le plateau. Le joueur ou les joueurs qui seront arrivés sur la dernière case du plateau vont marquer 12 points. Donc là, par exemple, 12 pour le jaune, puisqu'il est le seul à être à cet endroit-là. Ensuite, tous ceux qui auront passé cette case, en fait, celle où il y a le petit symbole 6, c'est-à-dire qui se trouveront sur une de ces cases-là, eh bien chacun d'entre eux va rapporter 6 points de victoire. Donc là, le joueur rouge et le joueur vert ramassent chacun 6 points de victoire. Par contre, les deux derniers, qui n'ont pas réussi à dépasser, en fait, à arriver au minimum sur cette case, eh bien, ne marqueront rien du tout. Attention, en plus de ça, après les décomptes du troisième tour, eh bien, tous les jetons vont revenir sur la case 0. C'est symbolisé ici par ce petit symbole. On reprend tous les pions, pouf, qui sont tous remis sur les cases 0 des plateaux qui présentent en fait ceci. Mais attention, on ne le fait évidemment ni pour le dragon, ni pour le mendiant, puisque ceux-ci ne sont décomptés qu'à la phase 6, eh bien ils vont rester en l'état pour le moment. La deuxième partie du jeu se déroule donc de la même manière, en sachant qu'à la fin du 6e tour, il y aura à nouveau un décompte royal, plus le décompte en fait des quêtes. Celui-ci indique tout simplement que le premier joueur sur cette piste marquera 17 points, le deuxième 10 points et le troisième 4 points, les autres n'ayant rien. Enfin, pour la charité, eh bien ce sera sur les deux derniers. Le dernier joueur prendra moins 10, alors que l'avant-dernier prendra moins 5. Donc ici, par exemple, moins 10 pour le jaune, qui est dernier, et moins 5 pour le rouge. Il ne reste alors plus en fin de partie qu'à retourner tous les jetons accumulés au fur et à mesure de celle-ci, qu'à réaliser le décompte total en fait de tous les points et les négatifs accumulés, et celui qui obtient le plus de points de victoire l'emporte tout simplement. Attention, en cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus avancé sur la piste de la galanterie qui l'emportera. Alors, après cette partie de découverte, vous pourrez décider en fait d'ajouter quelques petites règles supplémentaires, des règles avancées pour pimenter encore un petit peu le jeu. Alors, tout d'abord, le bonus du faillot. Effectivement, vous pouvez faire que le premier joueur de la manche, juste avant le décompte des points, puisse avoir le droit en fait de gagner une égalité, c'est-à-dire de choisir un endroit où il se trouve sur une case avec d'autres joueurs, par exemple ici, et que juste avant le décompte, hop, il puisse être mis par-dessus la pile, quel que soit l'endroit où il se trouve dans cette pile, ce qui lui permettra ainsi de gagner une égalité à un endroit. Deuxièmement, sur la piste de galanterie, on va effectuer le décompte de la même manière, c'est-à-dire le troisième en fait va pouvoir faire avancer un pion n'importe où sur les autres plateaux, mais ensuite il devra reculer de 1 en fait sur ce plateau de galanterie. On fera la même chose pour le deuxième joueur qui fera donc progresser de 2 un de ses pions et ensuite reculera de 1 seulement. Et enfin, le premier joueur qui avancera de 3 sur un plateau et reculera ensuite de 1 aussi sur ce plateau de galanterie. Ensuite, sur la phase 3, lorsqu'on fait le recul des pions, nous avons vu que dans la première partie, on revenait tous sur la case du départ. Et bien là, c'est un petit peu différent si vous choisissez d'appliquer cette variante. Le joueur le plus en retard est placé sur la première case et ensuite on va mettre les pions les uns derrière les autres sur ces premières cases. Donc là le vert sera placé sur la première, ensuite le jaune qui sera placé là, le rouge ici et enfin le bleu sur la dernière case. On change un petit peu donc l'ordre de départ avec un bonus pour celui qui était déjà en tête au tour précédent. Alors attention, cette variante de retour au départ ne s'applique cependant pas pour le plateau du roi où là tout le monde est bien replacé sur la première case. Ensuite, vous pouvez décider d'utiliser la variante des joutes et tournois. Effectivement, vous allez retourner ces deux tuiles et les placer comme ceci, avec le chevalier noir et le chevalier blanc se faisant face.
Nous allons prendre un petit jeton coupe que l'on va placer entre les deux coupes qui sont dessinées ici. Et puis les pions des joueurs vont être placés en fait sur ces deux zones de départ qui se trouvent là. Ensuite, en cours de jeu, à chaque fois qu'un joueur jouera une carte de joute et tournoi, eh bien, il choisira pour lequel des deux chevaliers il désire la jouer et il pourra changer de chevalier à chaque fois qu'il jouera une nouvelle carte. Donc imaginons qu'il décide de jouer une carte 3 et il dit bah, tiens je vais la jouer pour le chevalier blanc, 1, 2, 3 et ensuite je fais progresser la coupe aussi en direction du chevalier que je viens de jouer, du nombre de cases qui est indiqué en fait par la carte que je viens de jouer. Imaginons qu'un joueur suivant décide par exemple de jouer un chevalier 5, et là il décide de le jouer cette fois-ci pour le noir, et bien il va avancer en fait de 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5, et puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, hop, on fait revenir la coupe de l'autre côté. Et donc la coupe va pas arrêter de bouger comme ceci. Si la coupe arrive sur la dernière case, celle représentant le chevalier, eh bien elle ne bougera plus et restera à cet endroit-là. Mais sauf si, évidemment, on joue de l'autre côté et qu'elle repart en fait dans le sens inverse. Alors attention, avec ces nouveaux plateaux, il n'y aura pas de décompte lors de la phase 1, il y en aura seulement à la phase 2, à la phase 4 et à la phase 6. Lors de cette décompte, en fait, on va regarder quel est le chevalier qui gagne et c'est celui qui aura la coupe chez lui. Celui qui gagne marquera ces points-là, c'est-à-dire que les joueurs qui seront sur sa piste marqueront 8 points pour le premier, pour le chevalier gagnant, 5 points pour le deuxième et 2 points pour le dernier. Évidemment, si on joue à partir de 4 joueurs, sinon à 3 joueurs, on ne comptera que les 2 premiers. Et le chevalier perdant marquera moins 2 points, 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième et 1 point pour le dernier. Dès que le décompte sera effectué, eh bien, tous les pions repartiront sur la case de départ et la coupe sera replacée au milieu, donc ceci à la fin de la phase 2 et à la fin de la phase 4. Ensuite, la variante de galanterie va s'utiliser elle aussi avec l'autre face, celle qui a un liseré blanc. Alors attention, avant de débuter, à chaque début de tour en fait, on va choisir après la distribution des cartes, donc chacun reçoit ses 5 cartes, de départ, va les regarder et avant que l'échange ne se fasse, dans l'ordre du tour, chacun va pouvoir choisir un domaine en particulier, soit les combats, soit la bibliothèque, soit le service du roi, soit la quête du dragon, soit la mendicité, et donc hop, chacun va pouvoir choisir et plusieurs joueurs peuvent décider de choisir la même chose s'ils le souhaitent. Ensuite, la manche va donc se jouer normalement, mais lors du décompte, les 3 premiers joueurs vont avancer leurs pions sur les autres plateaux d'une manière différente qu'avec le premier plateau. Ça sera déjà forcément sur l'endroit qu'ils ont sélectionné, donc là par exemple, le joueur vert, fera avancer forcément son pion sur le dragon. Et ça va dépendre ensuite du nombre de cartes de ce type qu'ils auront joué. Donc si le joueur vert a joué justement, imaginons 2 dragons, eh bien il va avancer en fait son pion sur la piste des dragons de 1 case, puisqu'il est 3e, par carte jouée. Donc il faudra bien faire attention lorsqu'on jouera les cartes, de bien jouer les cartes devant soi et de ne pas les mélanger tout de suite avec les cartes des autres joueurs, car lors du décompte, là par exemple, s'il a joué 2 cartes, eh bien on fera 2 fois 1, 2, il avancera de 2 sur la piste des dragons. Par exemple, le joueur noir qui se retrouve donc en tête, lui, eh bien, fera avancer de 3 par carte qu'il a joué. Donc s'il a joué 2 cartes qui correspondent bien à ce qu'il avait choisi en début de manche, eh bien ça fera 3 fois 2, 6. Il avancera donc de 6 sur les tournois. Ensuite, il y a la variante étude aussi avec l'autre face du plateau de jeu. On va aussi rajouter la petite carte avec les études secrètes comme ceci, ainsi que des jetons 0 qui vont correspondre au nombre de joueurs. On va prendre le nombre de joueurs moins 2 en jetons 0. Donc c'est-à-dire que si on joue à 5, eh bien on utilisera 3 jetons 0.
Par contre, si on joue à 4, on n'en utilisera que 2, et si on joue à 3, on n'en utilisera qu'un seul. Ces jetons 0 vont être placés sur cette carte, et puis ensuite, à chaque début de manche, en fait, on va rajouter un -3 et un -1 à tous les jetons 0 qu'il y a. Ensuite, on va mettre face cachée, en fait, tous ces jetons, bien les mélanger, et une fois qu'ils auront été correctement mélangés de façon à ce que personne ne sache quoi et quoi, eh bien, on va les replacer, en fait, face cachée sur cette carte et ne pas les toucher pour qu'ils restent bien aux mêmes positions. Ensuite, en cours de jeu, à chaque fois que quelqu'un jouera une carte étude, eh bien, il progressera comme d'habitude en fait sur le plateau du nombre indiqué. Mais en plus de ça, il aura immédiatement le droit de choisir un blason et de regarder secrètement en fait quelle est la valeur de ce blason avant de le remettre en place. Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'un joueur va jouer une carte, il aura droit d'essayer de prendre connaissance d'un des blasons et d'essayer de s'en rappeler avant le décompte. Effectivement, lors du décompte, eh bien, ce sera le premier joueur de la piste qui sera le premier à se servir. Donc s'il a un petit peu de mémoire par rapport aux cartes qu'il a jouées, eh bien, il a tout intérêt à prendre évidemment un blason 0. S'il prend un blason 0, eh bien, il le laissera ici, il ne marquera pas de points négatifs. Par contre, si un joueur à un moment récupère un blason avec un négatif, il ne le montre à personne et il le met en fait parmi les blasons qu'il gagne sur les autres épreuves. Ce sera comptabilisé à la fin. Et donc, à tour de rôle, comme ça, en commençant par le premier joueur, puis deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième, chacun va récupérer en fait un de ses jetons en laissant uniquement les 3 zéros. Lorsque les 3 zéros auront été laissés et que les autres auront été récupérés, eh bien on ajoutera encore un -1 et un -3 avant de refaire un mélange et de les replacer face cachée pour la manche suivante. Sur la variante du décompte du roi, on va utiliser tous les écussons supplémentaires. Ensuite, on va placer un rouleau de parchemin sur cette case-là et un rouleau de parchemin sur cette case-là. Alors, en cours de jeu, à chaque fois qu'un joueur va jouer une carte qui va lui faire arriver ou dépasser en fait une case où se trouve un rouleau de parchemin, eh bien, il va immédiatement gagner ce rouleau de parchemin qu'il placera face visible devant lui. À la fin du tour, si un rouleau de parchemin a comme ceci été récupéré, eh bien il y aura un décompte à ce moment-là. Il faut qu'il y ait eu un rouleau de parchemin de récupéré pour qu'il y ait décompte. À ce moment-là, chaque joueur va tout simplement récupérer un écusson de la valeur sur laquelle son pion se trouve. Ensuite, on vérifiera si le deuxième rouleau de parchemin n'a pas été récupéré, eh bien le joueur qui a le parchemin va le garder devant lui jusqu'à ce qu'on parvienne à attraper le deuxième rouleau de parchemin. Dès que le deuxième rouleau de parchemin est attrapé, eh bien il y aura à nouveau un décompte avec les joueurs qui marquent des points pour les endroits où ils se trouvent, et il y aura aussi une remise à zéro. On replacera en fait les deux parchemins sur leur case, et ensuite, eh bien, tous les pions seront remis sur la case de départ. Ensuite, nous avons la variante des quêtes. Alors, dans cette variante, on n'utilisera pas ces jetons rouges, en fait, qui seront remis dans la boîte en début de partie, car effectivement, en fin de partie, on va attribuer des points supplémentaires par rapport aux jetons positifs que les joueurs auront réussi à récupérer tout au long de la partie. Le premier joueur, là par exemple le joueur rouge, marquera un point de victoire supplémentaire par blason positif qu'il a. Donc là par exemple, 1, 2, 3, 4 blasons positifs, eh bien ça lui attribuera 4 points supplémentaires. Le deuxième joueur marquera, lui, un point de victoire supplémentaire par 2 jetons qu'il a. Donc imaginons par exemple qu'il n'ait que 3 jetons, et bien donc ça fait 2 jetons qui lui rapporteront donc un point supplémentaire, et celui-ci il est tout seul, donc ça ne lui rapportera pas de points en plus. Enfin, attention, le dernier en fait de la piste, donc là par exemple le joueur noir, lui marquera -1 point de victoire pour 2 blasons qu'il aura dans sa réserve à ce moment-là. Enfin, pour la variante de charité, le joueur qui est en tête va pouvoir
faire un échange avec le joueur qui est dernier. Effectivement, il va pouvoir lui donner en fait un jeton négatif, donc là par exemple, bim, un -3, et en plus en échange, il va lui piquer deux blasons positifs de son choix, mais par contre ça ne peut être que des blasons en fait qui ont une valeur de 3 au maximum. Donc il va en piquer par exemple 2 comme ça, puisque ce sont les meilleurs. On va faire ensuite la même chose pour le deuxième joueur contre l'avant-dernier. Donc ici ce sera le bleu qui pourra échanger avec le vert et lui donner un de ses jetons négatifs contre un de ses blasons qui a une valeur de 3 au maximum. Alors évidemment, si vous jouez seulement à 3 joueurs, on n'effectuera pas le deuxième échange, il n'y aura que premier et dernier qui s'échangeront. Voilà donc pour Medieval Academy, un excellent petit jeu de course en fait, puisqu'on joue sur les courses principalement des différents plateaux de jeu. Évidemment, l'ordre du tour est très important. Alors il est à noter en fait qu'il y a une variante aussi, enfin il y a même 2 variantes pour jouer à 2 joueurs, une variante normale et une variante spéciale Lancelot, où chaque joueur va jouer avec 2 paquets de cartes. Et sur les tours, ça vous indiquera en fait quels sont les personnages qui pourront jouer. Bon, je ne vais pas vous présenter en détail cette règle à 2 joueurs, car c'est quand même un jeu qui s'adresse plus particulièrement de 3, voire 4 ou 5 joueurs. C'est là que c'est le plus intéressant en fait d'y jouer. Voilà, il est à noter que les illustrations magnifiques sont de Pierrot. Voilà, donc chaque carte, en fait, suivant sa valeur, est plus et de mieux en mieux. Donc là, très sympathique, par exemple, la petite fleur, une meilleure fleur, un beau bouquet, et puis à la fin, oh, carrément, l'amour pour le combat, en fait. Oh, le pleutre, un peu plus fort, un petit peu mieux armé, vraiment super fort. Pour la charité, pareil, ça fait carrément un petit truc sympa. Pour l'entraînement au combat, c'est de mieux en mieux aussi. Pour la lecture, c'est pareil. Et enfin, pour le service du roi, c'est pareil aussi. Bon, j'ai oublié la carte 5, mais il y en a aussi dans chacune de ces séries. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce jeu très sympathique et très joli. Donc à partir de 7-8 ans, vous pouvez jouer avec les règles de base, et puis entre adultes, vous pouvez rajouter en fait toutes les variantes avec les plateaux qui rendent tout ça un petit peu plus complexe et touffu. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir.